Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres de ce 22h. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a représenté le chef de l'État au 9e sommet de la TICAD. En sport, avec l'ouverture du championnat régional de foot Kaobo. Et dans ce qui domine l'actualité internationale à Gaza, le secrétariat général des Nations Unies a déclaré la famine à Gaza. C'est ce que nous verrons également dans ce journal. C'était les titres. Place au développement. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein, a représenté le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au 9e sommet de la TICAD qui s'est tenu du 20 au 22 août à Yokohama. Le chef de la diplomatie djiboutienne était accompagné d'une importante délégation composée notamment de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ibrahim Billé, de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Heibe, de l'ambassadrice Fathia Jama Uddin, conseillère diplomatique du président de la République, ainsi que du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Mahdi Obsiebouh. Objectif de cette 9e édition de la TICAD étant de co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique à travers des idées novatrices et durables, ainsi que de promouvoir le développement de la coopération en Afrique dans la paix et la stabilité. Et en ce qui concerne la TICAD, cette année, ce sont 49 pays qui ont pris part à cette 9e édition. Ils ont participé à un événement, plus de 300 accords dans des secteurs clés comme les infrastructures, la santé, la technologie, l'éducation et l'agriculture. En marge de la 9e édition de la TICAD, le ministre des Affaires étrangères a eu une série de rencontres bilatérales avec plusieurs autorités nippones, dont le ministre des Affaires étrangères du Japon, où les deux ministres se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays. En marge de cette 9e édition du sommet de la TICAD à Yokohama, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Abdelkader Hussein et Taher Salem, chargé de gestion des affaires du ministère des Affaires étrangères du Libye, ont donc paraphé un mémorandum d'entente sur la consultation politique entre les deux pays en matière des affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous allons cette fois parler de la météo. Aujourd'hui, quelques précipitations dans certaines régions, à l'instar d'Ali Sabié, Arta et Odey, dans la région de Tadjoura. En ce qui concerne les prévisions de demain, 24 août, le ciel sera couvert sur la majeure partie du territoire, avec une forte probabilité d'averses orageuses sur le relief intérieur qui risque même de déborder vers le littoral. En ce qui concerne les pluies abondantes qui sont tombées au cours des 2 dernières semaines dans la région de Tadjoura, elles ont permis de reconstituer de nouvelles ressources en eau et d'apporter également un nouvel élan à la vie rurale. Grâce à ces précipitations, l'ensemble des retenues d'eau et de pluie auparavant asséchés sont désormais remplis. Le cheptel connaît un regain de vitalité et les pâturages se régénèrent, offrant de nouvelles perspectives aux éleveurs. Les zones côtières ainsi que plusieurs localités, notamment Dora, Magdoul, Andaba, figurent parmi les plus bénéficiaires de ces pluies. Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture a procédé à la réhabilitation de tous les puits endommagés. Grâce à là, les habitants qui dépendaient jusqu'ici de citernes pour leur approvisionnement en eau disposent désormais de ressources locales accessibles. Le directeur régional du ministère de l'Agriculture, en prenant la parole, M. Moussa Mohamed Abdallah, a souligné que ces 2 dernières semaines, la pluie tant attendue est enfin tombée. Elle a rempli tous les retenues d'eau ainsi que les puits qui étaient à sec.
Cela a eu un impact immédiat sur le cheptel qui reprend force et vitalité. Dans notre premier magazine de ce 22h, nous allons parler de cette transition énergétique à Djibouti. En effet, une transformation portée par une politique tournée vers l'avenir et l'énergie verte. Reportage. Il est des pays que l'on croit figés dans le silence du désert. Et puis, un matin, le vent se lève, un vent nouveau. À Djibouti, la transition énergétique n'est pas un rêve d'ingénieur. C'est un combat, un serment, une urgence. Un pari audacieux lancé à l'histoire, devenir d'ici 2035 le premier pays africain à produire 100% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. En 2025, Djibouti reste encore dépendant à 80% de son électricité, vient d'ailleurs du puissant voisin éthiopien et de ses barrages. Le reste, on brûle ici, dans des centrales au fioul, au diesel, une énergie chère, 39 cents le kilowattheure, et polluante. Mais sous ce sol volcanique, dans ce ciel sans nuages, l'or n'est pas noir, il est jaune. Il est blanc, il est bleu. Solaire, éolien, géothermie, le triptyque du futur. À Gouet, là où les montagnes effleurent la mer, les éoliennes chantent. Elles tournent inlassablement dans les balais des Alizés depuis 2023. 60 mégawatts s'élèvent dans le vent. Chaque année, près de 70 gigawattheures d'électricité verte. Une bouffée d'autonomie. Cette réalisation revêt une importance capitale car elle témoigne de notre vision prospective et illustre une étape majeure et concrète de notre développement. La construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie. Des sacrifices considérables ont été consentis pour parvenir à ce résultat car nous sommes convaincus que sans l'augmentation de nos capacités nationales de production énergétique, le développement que nous souhaitons pour notre pays ne serait ni possible ni envisageable. Les nombreux projets d'infrastructures d'envergure que nous avons impulsés ces dernières années, tels que les ports, les zones franches, le chemin de fer, ainsi que la demande énergétique intérieure croissante, nous ont poussés à rechercher des solutions nationales, pragmatiques et durables, en exploitant le vaste potentiel de notre pays en matière d'énergie renouvelable. Une révolution douce, captée par ma caméra comme un poème d'acier et d'air. À Grande Barra, le soleil tape fort et désormais il éclaire aussi une centrale solaire de 25 MW est en cours, portée par AMEA, Power Objective, opérationnel en 2025. Mais ce sont aussi les villages oubliés qui changent grâce aux mini-réseaux solaires. Les lampes s'allument. Enfin, dans les zones rurales, des écoles, des dispensaires, des rêves rallumés. Sous le lac Assal, la terre bout, la géothermie d'énergie du feu y attend son heure. Un potentiel colossal de 1000 mégawatts. Les forages menés par la société kenyane avancent lentement, doucement, mais le cœur du pays bat plus fort. Chaque sondage, une centrale de 20 mégawatts est espérée retardée, mais pas abandonnée. Cette transition n'est pas son obstacle. La route est parsemée d'embûches. Investissement lourd, dépendance résiduelle, l'extérieur, lenteur administrative. Et dans les campagnes d'électricité reste encore un mirage. Mais l'ambition est là, elle s'organise. Une ligne d'interconnexion de 220 MW avec l'Éthiopie a été renforcée. Le secteur privé s'implique, l'État impulse, les bailleurs répondent. Djibouti marche pas seul. AMEA Power, Red Sea Power, Banque mondiale, Banque africaine de développement. Les acteurs se multiplient, les alliances se tissent et chaque kilowatt gagne une victoire partagée. La transition énergétique n'est pas une écologie, elle est économique, géopolitique, identitaire. Avec l'Agence souveraine de carbone, Djibouti entend même valoriser son énergie propre sur les marchés internationaux. Une nouvelle diplomatie du climat est en marche. Une manière d'exister autrement, de peser par l'exemple. Au-delà des chiffres, il y a des visages des techniciens, des ingénieurs, des rêveurs, un peuple qui croit en demain. Cette transition n'est pas une affaire des ministères, c'est une aventure humaine, collective et ténace. En 2035,
c'est demain. Et si le vent tient ses promesses, et si le soleil continue de brûler, et si la terre livre sa chaleur, alors Djibouti ne sera plus un point sur la carte, mais un phare vert pour l'Afrique. Un pays qui a osé croire que le désert aussi peut produire la vie. L'énergie n'est plus une question de ressources, c'est une affaire de volonté. Et à Djibouti, la volonté souffle fort. Je vous l'annonçais dans les titres à Obok, le stade de la ville de Hayou a accueilli hier après-midi la cérémonie d'ouverture du championnat régional de football. L'événement placé sous les signes de la fête et du sport a rassemblé un large public venu assister au lancement officiel de cette nouvelle édition. Le coup d'envoi a été donné par le vice-président de la Fédération djiboutienne de foot, M. Mouhiaddine Ahmed, aux côtés du premier adjoint du préfet, Mohamed Awad, du président de la Ligue régionale de Bok, M. Mohamed Omar. Plusieurs personnalités de la Fédération djiboutienne de foot ont fait le déplacement pour marquer le soutien au développement du foot dans la région. Parmi elles, le conseiller de la fédération, donc du président de la fédération de foot, M. Mohamed Yassine, le président de la commission des ligues et membre du comité, M. Saïd Boua, le secrétaire général de la fédération, M. Mahdi Moumine, ainsi que le vice-président de la commission de la ligue et président de la ligue régionale d'Ali Sabieh, M. Jibril Omar Houch. Un match d'ouverture tout attendu. En effet, l'après-midi s'est conclu par le match d'ouverture qui a opposé les deux meilleures équipes de la région. Un moment fort qui a tenu le public en haleine et donné le temps à un championnat qui s'annonce passionnant au-delà de l'aspect sportif. Cette ouverture a mis en lumière le rôle du foot comme facteur de cohésion sociale, d'épanouissement de la jeunesse dans la région d'Obok. Prenons la parole à cette occasion. Le vice-président de la Fédération djiboutienne de foot a indiqué, je le cite, « Nous avons été chaleureusement accueillis par les responsables, notamment le président de l'association sportive régionale, le représentant du conseil régional. Aujourd'hui, nous lançons le championnat régional de foot à Obok en présence de nombreux jeunes. Nous organisons habituellement ce championnat régional chaque année dans chaque région de l'intérieur. Ces derniers jours, nous avons lancé des activités du championnat dans la région d'Ali Sabieh. Aujourd'hui, c'est au tour d'Obok d'accueillir cet événement. Demain, nous nous rendrons dans la région de Tadjoura pour parrainer la cérémonie de lancement du championnat sportif dédié aux jeunes. Autre intervention, c'est celle du premier préfet adjoint, donc M. Mohamed Awad, que nous vous proposons de suivre. Nous sommes aujourd'hui au stade Omnisport de Bok, dans le cadre du lancement du championnat régional, saison 2025-2026. Comme nous le savons, donc, le sport est très important donc pour la jeunesse. Ça permet bien sûr à la jeunesse, aux jeunes de s'épanouir. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous sommes aux côtés de la Fédération nationale djiboutienne de football et bien sûr le président de la Ligue régionale de Bok pour lancer le tournoi. Comme nous le savons tous, je vous rappelle que l'équipe de la région de Bok se présente cette année à la première division. C'est-à-dire que c'est les fruits de longue haleine. Et parmi ceux qui ont ici l'équipe régionale de Bok, il y a ceux qui sont partis de ce championnat-là. C'est dans ce cadre que nous disons aux jeunes qui sont ici présents aujourd'hui de suivre bien sûr les aînés pour pouvoir bien sûr hisser l'image de la région et aller de l'avant dans le sport régional. Je remercie la Fédération djiboutienne pour l'organisation de ce tournoi ainsi que le président de la Ligue, sans oublier bien sûr le dispositif de sécurité ici réalisé par la Gendarmerie nationale ainsi que les CMH qui de près suit aussi l'évolution du match. Merci beaucoup. Place cette fois au second magazine de ce journal portant sur la femme djiboutienne. Entre héritage, engagement et avenir prometteur, regardez, c'est un magazine de la rédaction.
Depuis les premières heures de l'histoire moderne de Djibouti, les femmes ont été bien plus que de simples spectatrices. Elles ont été des actrices majeures. De la lutte pour l'indépendance à la construction d'une nation moderne, elles ont su conjuguer courage, intelligence et persévérance pour façonner un destin collectif. Aujourd'hui, leur rôle se déploie dans tous les secteurs, politiques, économiques, social, culturel, portés par une volonté gouvernementale affirmée et un engagement citoyen sans faille. L'histoire des femmes djiboutiennes commence bien avant les drapeaux et les cérémonies officielles. Dès les années 1960 et 1970, à une époque marquée par la domination coloniale, elles s'impliquent dans la résistance, souvent dans l'ombre, mais avec une détermination inébranlable. Elles organisent des réunions clandestines, assurent la logistique des mouvements nationalistes et prennent part aux manifestations, bravant les risques pour défendre l'idée d'une nation libre. Lors de la marche vers l'indépendance en 1977, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, joue un rôle structurant. Créée avant même la souveraineté, cette organisation devient le porte-voix des aspirations féminines. Dans les rues de Djibouti-Ville, mais aussi dans les villages éloignés, les femmes galvanisent la population, mobilisent les familles et insufflent un esprit de solidarité qui dépasse les clivages. Depuis son accession au pouvoir, le président Ismaël Omar Guelleh a inscrit l'autonomisation des femmes au cœur de sa vision de développement. Soutenu par l'engagement constant de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, il a mis en place une série de réformes ambitieuses. Transformation de la simple direction chargée des affaires féminines en un ministère de la femme et de la famille autonome. Instauration progressive de quotas féminins dans les institutions, passant de 10% en 2003 à 25% depuis 2018 à l'Assemblée nationale. Triplement du nombre de femmes ministres qui sont passées de 2 à 6 dans le gouvernement. Ces mesures traduisent une évolution profonde. Il ne s'agit plus seulement de parler d'égalité, mais de créer les conditions réelles de son exercice. À chaque étape, la première dame a renforcé ces dynamiques en pilotant des programmes de formation professionnelle, d'alphabétisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. Le changement ne se mesure pas seulement dans les textes de loi, mais aussi sur le terrain. Dans les marchés, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les femmes djiboutiennes occupent aujourd'hui des fonctions variées. Politiques, députés, ministres, maires, ambassadrices, elles participent directement aux décisions nationales. Éducation, enseignantes, directrices d'établissements et chercheuses, elles façonnent les générations futures. Santé, médecins, infirmières, sages-femmes, elles sauvent des vies et contribuent à améliorer les indicateurs de santé publique. Armée et sécurité, officières, police, pilotes, institutrices, elles incarnent une présence féminine forte dans les forces armées et la gendarmerie. Culture, artistes, musiciennes, cinéastes, elles préservent et réinventent le patrimoine national. Ces succès sont le fruit d'une politique inclusive, mais aussi d'une volonté individuelle. Le gouvernement, en partenariat avec l'UNFD et la CEPEC, a mis en place des programmes de microcrédit adaptés permettant à ces commerçantes de développer leurs activités. Ce soutien financier, couplé à des formations en gestion et en marketing, transforme de simples échoppes en entreprises solides. Aujourd'hui, Djibouti se conjugue aussi au féminin. Les femmes ne sont plus seulement les piliers du foyer, elles sont celles qui bâtissent, innovent et dirigent. Grâce à leur force et à une volonté politique affirmée, elles contribuent à transformer le pays pas à pas en une nation plus juste et inclusive. Si le chemin reste encore long, la direction est claire, celle d'un avenir où chaque femme djiboutienne, qu'elle vive dans un quartier animé de la capitale ou dans un village reculé, pourra réaliser son potentiel. Leur histoire est celle d'un peuple qui avance ensemble, porté par la mémoire de luttes passées et l'ambition des générations futures. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale africaine, mais aussi internationale. On commence donc par la Coupe d'Afrique des Nations. Le Madagascar élimine le Kenya au tir au but et file en demi-finale. La sélection malgache a validé son billet pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations après une victoire face au Kenya au tir au but, 4-3 vendredi soir. Après ce succès, le Madagascar poursuit son rêve continental tandis que le Kenya quitte la compétition malgré une prestation courageuse
et le soutien massif du public. En Éthiopie, le secteur touristique éthiopien génère 3 milliards de dollars en moins d'un an. Le gouvernement attribue cette croissance aux efforts de modernisation d'infrastructures touristiques, notamment des hôtels, des stations villégiatures, ainsi qu'à la diversification des destinations, à la création de nouveaux sites. L'Éthiopie se distingue par une richesse culturelle et géographique qui comprend des sites historiques tels que les chutes du Nil bleu. Toujours dans l'actualité internationale, c'était dans les titres, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la famine dans la bande de Gaza n'est pas un mystère mais une catastrophe créée par l'homme, une accusation morale et un échec pour l'humanité elle-même, affirmant que cette situation ne peut pas se poursuivre sans sanction. Vendredi, l'ONU a officiellement déclaré l'état de famine à Gaza après que ses experts ont averti que 500 000 personnes vivaient dans des situations de faim catastrophiques, tenant Israël pour responsable dans le cadre de la guerre en cours dans l'enclave depuis 2023. Et pour clore ce journal, nous allons parler du volcan Kilwa. Entre de nouveau en éruption, la lave s'élève pour la 31e fois depuis décembre. Les habitants d'Hawaï ont de nouveau été témoins d'un spectacle naturel impressionnant. L'activité a commencé tôt le matin par la projection de lave. Des centaines de spectateurs dans le monde ont pu suivre ce phénomène grâce à des caméras en direct. Le volcan continue d'émerveiller et rappelle la puissance brute de la nature. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.